Bonjour à tous. Cette vidéo est la sixième et dernière d'une série de vidéos consacrées à l'économie, aux mathématiques et à leur enseignement. Si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 précédentes, il est préférable d'aller les regarder d'abord. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu les parties 3 et 4. Il est préférable d'avoir vu la partie 5 que cette vidéo-ci va compléter. Si tu es élève au lycée, tu as subi ou tu subiras ces mensonges pendant 2 ans, comme ça tu es prévenu. Si tu es professeur au lycée, en mathématiques ou en économie, j'espère que tu vas apprendre des choses, mais ça risque de piquer un peu. Et sinon, tu apprendras comment en France, le lycée enseigne l'idéologie économique dominante. Dans la partie 1, nous avons présenté les contradictions de la théorie économique standard et à quel point elle est largement enseignée en France. Dans la partie 2, nous avons décrit le cadre général, le modèle de concurrence parfaite. Nous avons montré que c'est une idéologie qui soutient le capitalisme financiarisé et mondialisé actuel. Dans les parties 3 et 4, nous avons montré l'irréalisme radical de ces hypothèses et les mensonges de certains programmes de lycée. Dans la partie 5, nous avons présenté l'absurdité et les échecs de la théorie standard. Dans cette partie, nous allons voir un des deux théorèmes d'Arrow et de Breu qui décrira d'un point de vue mathématique rigoureux l'offre et la demande. Nous verrons que c'est très loin de la soi-disant loi de l'offre et de la demande que nous avons présentée en partie 5. Dans cette vidéo, les mathématiques nécessaires sont les vecteurs d'un espace de dimension n, et il n'y a rien de plus à savoir sur le sujet. Le principal résultat du modèle de concurrence parfaite est constitué par deux théorèmes des mathématiciens Kenneth J. Arrow et Gérard Debreu, 1954. Du premier théorème d'Arrow-Debreu, nous allons donner et expliquer les hypothèses et les conclusions. Nous verrons les problèmes des hypothèses et les insuffisances des conclusions. Le cadre est presque le même que précédemment. L'utilité et le profit doivent être maximisés dans une concurrence parfaite. Un préliminaire indispensable, l'ensemble de production d'une entreprise. Selon le théorème, une entreprise utilise des quantités Q1 jusqu'à QK de biens. Elle produit d'autres quantités, QK plus 1 jusqu'à QL de biens. Un plan de production est donc le vecteur moins Q1 jusqu'à moins QK, puis QK plus 1 jusqu'à QL, et l'ensemble de production de l'entreprise est l'ensemble de ses plans de production. Prenons un exemple. Considérons une entreprise qui utilise un input 1 et un input 2, le capital, pour produire un unique output. Son ensemble de production est l'ensemble des vecteurs moins Q1 moins Q2 Q, tels qu'une quantité Q1 de l'input 1 et une quantité Q2 de l'input 2 permettent de produire une quantité Q de l'output. On considère un nombre L de biens. L'hypothèse fondamentale est que pour chaque producteur, l'ensemble de ses productions est un convexe fermé contenant 0. Nous allons examiner ce premier point et reviendrons sur les autres, beaucoup plus faciles et moins problématiques. Premier problème, comme d'habitude, les biens input et output sont supposés indéfiniment divisibles. Deuxième problème, Arrow et Debreu supposent un nombre fixé de producteurs, ce qui est contraire à l'hypothèse de fluidité. Troisième problème, Arrow et Debreu supposent que l'ensemble de production de chaque entreprise est une partie convexe fermée non vide contenant 0. Nous allons expliquer pourquoi cette dernière hypothèse est un problème. Considérons l'ensemble de production d'une autre entreprise. Pour produire n'importe quelle quantité d'output, il faut dépenser 4 unités de coût fixe. Cet ensemble de production est convexe, fermé, non vide, mais ne contient pas 0. En fait, de deux choses l'une. Soit il y a des coûts fixes non nuls, mais alors 0 n'appartient pas à l'ensemble, c'est le dessin de gauche, soit 0 appartient à l'ensemble, mais alors les coûts fixes sont nuls, c'est le dessin de droite. Le problème est qu'Arrow et Debreu font l'hypothèse que 0 appartient à l'ensemble de production de toutes les entreprises, donc aucune n'a de coût fixe. D'après Steve Keen dans l'imposture économique, selon 150 études, la grande majorité des entreprises ont des coûts fixes très importants. Il est donc parfaitement irréaliste de supposer qu'aucune n'a de coût fixe. Observons les deux autres hypothèses, plus simples, faites sur les ensembles de production. Voici la signification du premier point. Un plan de production ne peut pas avoir que des composantes positives. Il faut des inputs, donc des nombres négatifs. Exception, si l'on n'utilise aucun input, on a le droit de ne produire aucun output. Donc 0 est un plan de production possible de toutes les entreprises. La signification du deuxième point est la suivante. Il n'y a pas deux entreprises dont les inputs de l'une sont les outputs de l'autre et réciproquement. Notamment, le travail humain est toujours un input et jamais un output d'une entreprise. Passons aux consommateurs. L'ensemble des paniers de consommation accessibles est un convexe fermé de R puissance L borné inférieurement. Cela signifie que pour n'importe quel consommateur, il y a une limite inférieure qui lui est propre, mais qui est commune à tous ces paniers de consommation dans tous les biens de sa dotation. En particulier, un consommateur ne peut donner qu'une certaine quantité de travail par jour. On suppose que pour chaque consommateur, il existe une fonction d'utilité qui est continue. Une nouveauté, l'hypothèse 3b, s'appelle la non-satiété locale. Le consommateur ne peut jamais être entièrement satisfait,
car il y a toujours un autre panier de consommation accessible qu'il lui préfère, sauf sur l'hyperplan de budget. La signification de l'hypothèse 3C est la suivante. Les consommateurs ont une préférence stricte pour les mélanges, c'est-à-dire les paniers contenant le plus de biens possible. Le problème est que la théorie standard fait cette hypothèse pour obtenir la stricte convexité des surfaces d'indifférence. Alors il existe un unique panier de consommation qui maximise l'utilité pour chaque consommateur. Autres hypothèses sur le consommateur. Pour chaque consommateur, il existe au moins un panier de consommation accessible avec sa dotation initiale, telle qu'il lui reste encore une quantité non nulle des mêmes biens après la consommation de ce panier. Haro et Debreu écrivent que cette hypothèse est clairement irréaliste, mais elle leur est nécessaire pour obtenir l'équilibre. Chaque consommateur a une part dans la production de certaines entreprises via de l'intéressement et des actions. Les vecteurs zeta1 jusqu'à zm sont les ressources initiales des consommateurs, y compris la quantité de travail qu'ils pourront ensuite échanger. Mais la théorie refuse de s'occuper du plus important. D'où viennent ces ressources et comment sont-elles réparties? Comme d'habitude, la théorie standard évite tout ce qui relève de la politique. Examinons maintenant les conclusions du théorème d'Arro-Debreu. Le fameux commissaire-priseur a trouvé des quantités et des prix tels que tout producteur peut maximiser son profit, tout consommateur peut maximiser son utilité sur l'ensemble des paniers accessibles. Dans l'inégalité, le second membre est le revenu du consommateur. Il provient d'une part de la vente de sa dotation initiale, d'autre part de son profit dans la part de production des entreprises. Examinons la signification de la conclusion numéro 2. Si un prix est égal à 0, c'est que le bien correspondant est gratuit. Problème, l'autorité centrale a décidément tous les pouvoirs, y compris celui de décider quels biens sont gratuits et quels biens ne le sont pas. Dans cette conclusion 3, nous allons nous concentrer sur la dernière ligne. Quand le prix d'un bien est strictement positif, alors la somme des demandes de ce bien est égale à la somme des dotations en ce bien, plus la somme des productions de ce bien. On revient dans un instant sur cette égalité fondamentale. Selon la conclusion numéro 4, l'équilibre est optimal au sens de Pareto. Aucune redistribution des biens ou des ressources ne peut améliorer la position d'un individu sans dégrader celle d'au moins un autre individu. Remarque, c'est cette allocation efficace des ressources qui est mentionnée à l'article 120 du TFUE, vidéo 2 à partir de la diapo 32. Revenons un instant sur l'égalité entre demande d'une part et dotation plus production d'autre part. C'est la seule loi de l'offre et de la demande qui existe. En particulier, le théorème ne dit rien des fonctions d'offre et de demande, et encore moins de leur sens de variation. Le théorème affirme l'existence d'au moins un équilibre, mais il n'y a aucune raison qu'il soit unique. Comme on l'a dit en vidéo 5 sur l'offre et la demande, s'il n'est pas unique, il faut en choisir un, mais comme tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, des rapports de force s'instaurent et il faut trouver un compromis. Bref, une fois de plus, la politique chassée par la porte revient par la fenêtre. Ainsi, le théorème d'Arro et Debreu fait des hypothèses irréalistes. Les biens sont indéfiniment divisibles, tous les agents sont preneurs de prix, les entreprises ont des coûts fixes nuls, le consommateur fait un calcul monstrueux, disons-le, pour maximiser son utilité. Le théorème d'Arro et Debreu tire des conclusions sans intérêt. Il ne dit rien sur l'organisation des échanges, par l'autorité centrale qui de toute façon n'existe pas. L'optimalité obtenue n'a rien à voir avec la justice sociale, et le théorème ne donne aucune explication sur l'origine et la répartition des richesses. Décidément, ces hypothèses et ces conclusions enlèvent tout intérêt au théorème d'Arro-Debreu. Et pourtant, à l'heure actuelle, en 2023, le modèle de concurrence parfaite est la seule théorie économique qui est à la fois enseignée dans 3 enseignements de lycée, dont en SES en seconde à tous les élèves, et donnée en exemple, préparée et en partie enseignée dans 4 enseignements de lycée, dont les mathématiques en première, à tous les élèves aussi. Dans cette présentation, nous avons prouvé que les soi-disant propriétés du modèle de concurrence parfaite sont, au choix, mathématiquement incohérentes, non démontrées par la théorie standard, économiquement irréalistes. Tout professeur qui l'enseigne sans le contester, en SES ou en économie en STMG, ou bien l'admet dans un exercice sans le contester, en mathématiques, devient un soutien actif de l'idéologie dominante.